Bonsoir, suivez-moi. On va tenter d'interviewer la patronne en France d'un des plus grands cabinets de conseil au monde. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ce soir, Cash Investigation enquête sur McKinsey. Bonjour, Élise Lucet, Cash Investigation, France 2. Je voulais vous poser des questions. Je suis attendue là. Oui, mais nous, on vous attend depuis des mois, donc je voudrais vraiment que vous répondiez à cette question. Ça fait un petit moment que vous nous en parlez sur les réseaux sociaux. On attend toujours le Cash Investigation sur McKinsey. Si vous êtes en quête d'un sujet pour Cash Investigation, vous avez de quoi faire avec McKinsey. Je compte sur vous. McKinsey, tout le monde a découvert ce nom pendant la crise sanitaire. De vaccination. En l'occurrence, le gouvernement a sollicité un cabinet de conseil en stratégie, le cabinet McKinsey, sur la logistique, l'approvisionnement et la distribution de vaccins. Mais au fait, c'est quoi McKinsey? Boîte à questions McKinsey, première. Quand McKinsey débarque dans un ministère ou une entreprise, c'est pour rédiger des rapports, bourrés de conseils. Ces consultants, surdiplômés, bossent jour et nuit pour apporter rapidement des réponses aux problèmes des grands patrons et des chefs d'État. Pour ces missions de quelques semaines, ils sont payés à prix d'or. McKinsey est numéro 1 mondial parmi tous les cabinets de conseil. Son chiffre d'affaires, 15 milliards d'euros en 2022. Son surnom, la firme. J'étais vraiment surprise parce que c'était juste des gens sympas. Sauf que ces gens sympas se retrouvent au cœur d'un scandale d'État lors de la présidentielle de 2022. Les liens entre le président Macron et la firme sont révélés. McKinsey devient l'affaire McKinsey. Un mot sur ce sparadrap que vous ne parvenez pas à décoller en cette fin de campagne, l'affaire McKinsey. Le gouvernement a fait appel au cabinet de conseil McKinsey. Vous avez entendu évidemment toutes les révélations autour de l'affaire du cabinet McKinsey. Non mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. McKinsey est désormais au cœur de 3 enquêtes judiciaires en France. Dans le premier chapitre de notre histoire, nous allons vous révéler comment plusieurs consultants de McKinsey se sont mis gratuitement au service d'un homme pour l'aider à conquérir l'Élysée en 2017. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Et surtout, personne ne connaissait alors les liens entre Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey. Vive la France! Leur relation débute quelques années plus tôt. Allez, pour cette enquête, on sort les grands moyens. La DeLorean, la super voiture à remonter le temps, rien que ça. En route pour l'année 2007, nom de Zeus. Wouh! Nous voici maintenant dans la cour de l'Élysée, avec Nicolas Sarkozy, qui vient d'être élu. Il veut relancer l'économie. Et pour cela, il demande à Jacques Attali de créer une grande commission. Syndicalistes, économistes, chefs d'entreprise, et parmi eux, le directeur de McKinsey France, Éric Labaille, qu'on voit ici salué par Nicolas Sarkozy. Éric Labaille va mettre gracieusement à disposition de Jacques Attali 4 consultants de la firme.
On a auditionné 400 personnes. C'était un travail gigantesque, cette commission. Donc, cette main-d'œuvre de haut niveau intellectuel a été plus que bienvenue. Ils sont capables d'analyser très rapidement ce domaine qu'ils ne connaissent pas. Ils sont capables de faire une comparaison avec ce qui se fait à l'étranger. Alors, si on dit on voudrait tenter telle réforme, pouf, ils vous sortent très vite. Cette réforme a eu lieu dans tel pays, elle a marché, elle n'a pas marché. Voilà. Donc, ça fait gagner du temps. Pour faire la synthèse des débats, Jacques Attali a besoin d'une plume. Il choisit un jeune inspecteur des finances. Vous le reconnaissez? Là, derrière son mentor. J'ai demandé à l'inspection des finances de me fournir une liste de gens disponibles. Et pour moi, le meilleur d'entre eux, en termes de compétences techniques, c'était Emmanuel Macron. Il avait une compétence technique exceptionnelle. On s'est réunis des week-ends entiers pour relire le texte et pour l'amender. Et Emmanuel a écrit la moitié du rapport. Pour la première fois, Jacques Attali accepte d'en dire un peu plus sur le lien qui s'est alors noué entre les consultants de McKinsey et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est là que la connexion se fait entre Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey? Oui, sans doute, puisque je réfléchis en vous parlant, parce que Emmanuel travaillait avec des consultants de McKinsey qui l'aidaient, puisqu'ils m'aidaient, à préparer le rapport. Donc je suppose qu'ils se sont connus à cet endroit-là. La commission, ça a été aussi un lieu où sont nées des amitiés. Bien sûr, c'était un moment de grâce. Donc ça a créé une connivence de gens qui ont appris à se respecter, même s'ils ne sont pas d'accord, et qui ont réussi à trouver des consensus, ce qui était absolument passionnant. Je suis sûr que des amitiés nouvelles se sont nouées à cet endroit. Et aussi peut-être des futures relations d'affaires. Sûrement. Selon nos informations, Emmanuel Macron se serait particulièrement rapproché d'un consultant de la firme, Karim Tadjeddine. Ils partagent les mêmes idées et même une ambition, la conquête du pouvoir. En quelques années, Karim Tadjeddine est propulsé à la tête du département de McKinsey qui vend des missions de conseil au secteur public. Une machine de guerre, du genre à ne jamais regarder ses notes. Il n'y a que 21% qui pensent que les enfants seront plus heureux que nous. Et à égrener les pourcentages à l'infini dans les séminaires. Moins de 40% en Europe, 35% dans le reste du monde. C'est à peu près un tiers, il y en a à peu près 10%. Moins de 10% des métiers, à peu près 2 tiers. Il y a 8%, c'est 50% au niveau de la Terre. 55%, on est à moins de 10%. Emmanuel Macron, après un passage à la banque Rothschild, rejoint François Hollande à un poste clé, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il impressionne le chef de l'État, qui le nomme ensuite ministre de l'économie. Et c'est là qu'Emmanuel Macron et certains consultants de McKinsey vont de nouveau travailler ensemble. 9 novembre 2015. Dans un show digne de la Silicon Valley, le tout jeune ministre présente Noé, un projet de loi pour développer l'économie du numérique. Bonjour à toutes et tous. Il salue les membres du comité qui l'ont aidé à rédiger ce projet de loi. Avec Catherine Barbarou, je vois Jean-Marc Borrello, Nathalie Collin, enfin tous les participants. Pourtant, Emmanuel Macron omet de citer certains noms. Celui d'Éric Labaille, mais aussi celui de Karim Tadjeddine. En tout, 4 consultants du cabinet ont activement participé à l'élaboration de ce projet de loi. Ce jour-là, ils ne sont pas présents, mais le ministre s'appuie sur leur graphique pour illustrer ses idées. Plus vous êtes à droite, plus le potentiel de pondéré donc de disruption est élevé, et donc plus vous êtes en fait déjà dans la disruption. C'est-à-dire le numérique, les changements d'usage vous ont bouleversé. Finalement, cette loi ne verra jamais le jour. Tout ce travail fourni par McKinsey n'a pas été facturé au ministère. Tout cela a été fait gratuitement. C'est ce qu'on appelle une mission pro bono. Une pratique très courante dans les cabinets de conseil. Quand McKinsey se met gratuitement au service de ministres, n'aurait-il pas une idée derrière la tête? Par exemple, vendre plus tard des missions ou se constituer un réseau? Un ancien directeur associé
nous explique la stratégie de la firme. Il témoigne anonymement. Pour le protéger, un comédien répète ses propos mot pour mot. Quand le ministre de l'économie vous appelle pour un pro bono, vous ne pouvez pas dire non. Ce sont des gens importants. On veut faire partie d'un club de gens importants. Le pro bono, ça crée un lien pour des discussions avec les clients. C'est créer des opportunités de contrats futurs. On essaye d'être proche de tous les gens qui pourraient gagner un jour de l'importance. McKinsey a donc participé à l'élaboration d'un projet de loi. Mais ils ont fait beaucoup mieux. En coulisses, certains consultants vont servir les ambitions présidentielles d'Emmanuel Macron. À peine arrivé au ministère de l'économie, il songe déjà à devenir le prochain président de la République. Si, il est bien là. Et il a de grandes ambitions. Nous nous sommes procuré un document confidentiel. Jusque-là, jamais révélé. Il dévoile les ambitions d'Emmanuel Macron dès août 2014, avant même que François Hollande ne le nomme ministre. Il est écrit par ses proches. Son nom, Transition 2017. On y lit notamment que les partis républicains, UMP et PS, ne sont plus en mesure de répondre à leurs responsabilités. Il faut donc constituer en 2017 un gouvernement de transition et choisir celui qui représentera le mieux la transition à la présidentielle de 2017. Dans le plus grand secret, des réunions se déroulent au ministère de l'économie à partir de septembre 2015. 2 consultants de McKinsey y auraient participé. C'est ce que va nous révéler un membre du cabinet d'Emmanuel Macron de l'époque. Pour protéger notre témoin, nous avons demandé à un comédien de reprendre ses propos. On nous a fait venir plusieurs fois dans la salle de dîner de Bercy, le soir à partir de 20h. C'était très restreint. Autour de la table, il y avait Ismaël Emelien, le conseiller en charge de la stratégie, Alexis Kohler, le directeur du cabinet, et son adjoint, Julien de Normandie. On est réunis avec des gens de McKinsey. Ça nous est dit rapidement qu'ils font ça gratuitement parce qu'ils croient en la personnalité d'Emmanuel Macron. Karim Tadjedine nous est présenté comme un ami du boss. Ils se connaissent bien. Ils avaient travaillé ensemble à la commission Attali. Il y a un mélange des genres qui m'a rendu mal à l'aise. On nous dit confidentialité totale. On n'a pas le droit d'en parler. Emmanuel Macron répète tous les jours à François Hollande qu'il ne veut pas le trahir. C'est un moment très bizarre. Que s'est-il passé après? La suite de cette histoire se trouve sur cette clé USB. Elle contient des centaines de mails, jusque-là jamais révélés. En les parcourant, nous découvrons que Karim Tadjedine a constitué une équipe autour de lui. Il y a plusieurs salariés et ex-salariés de la firme, mais aussi des conseillers et ex-conseillers ministériels d'Emmanuel Macron et plusieurs entrepreneurs. Tout le monde accepte de travailler gratuitement pour le futur candidat. Un document recense leur rendez-vous. Au total, 6 réunions se seraient déroulées dans les bureaux de McKinsey entre septembre 2015 et février 2016. Nous avons retrouvé un membre de cette équipe. Il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. C'est la première fois qu'il témoigne devant une caméra. Appelons-le Franck. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu l'affaire McKinsey de l'intérieur? Oui, tout à fait, parce que dès 2015 et ensuite toujours en 2016, j'ai fait partie d'une équipe où il y avait des membres de McKinsey qui préparaient la campagne d'Emmanuel Macron. Depuis le début, j'ai toujours eu quand même des questionnements sur l'éthique des relations entre McKinsey et la campagne d'Emmanuel Macron. Et j'avais jamais vraiment eu l'opportunité de pouvoir témoigner sur ce sujet. Tout commence pour Franck le 15 septembre 2015. Il raconte qu'une ancienne conseillère ministérielle d'Emmanuel Macron, Astrid Panosian, l'invite à une réunion dans les bureaux de McKinsey. Ils doivent trouver des idées innovantes pour le ministre.
J'arrive à cette réunion, il y a donc Astrid Panosyan, Karim Tadjeddine, et il y a aussi une autre conseillère du cabinet d'Emmanuel Macron, plus une autre conseillère d'un autre ministère, et un autre salarié de McKinsey. Le fond de la discussion, c'est donc sur le sujet de l'emploi des jeunes, comment copier des modèles extérieurs à la France. C'est un peu l'approche McKinsey, ce qu'ils appellent du benchmark, c'est-à-dire regarder tout ce qui se fait ailleurs et regarder comment on peut le transposer en France. Avec comme objectif une présentation lors d'un dîner au ministère de l'économie et des finances en présence d'Emmanuel Macron. Nous sommes le 15 octobre 2015. Ce dîner, appelé Fondation, est organisé au ministère de l'économie. C'est le secrétariat d'Emmanuel Macron à Bercy qui envoie les invitations. Notre témoin, qui faisait partie de l'équipe, s'y rend, sans se douter qu'il va participer à un dîner décisif. C'est un dîner avec une vingtaine de personnes. Donc il y a Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, des salariés de McKinsey, des membres du cabinet d'Emmanuel Macron. On y retrouve aussi quelques dirigeants d'entreprises et des dirigeants de think tank politiques. Et c'est un vrai dîner avec donc entrée, plat, dessert, servis par des serveurs en tenue. Voilà, donc c'est assez impressionnant et formel quand même. D'abord, Emmanuel Macron introduit un peu la séance en expliquant qu'il réfléchit à son avenir, tout simplement. C'est quand même, là, ça devient assez marqué qu'on est en train de parler de l'avenir d'Emmanuel Macron. Et Brigitte Macron, elle explique notamment qu'elle croit que son mari a un rôle pour la France à jouer, qu'il faut lui faire des propositions ambitieuses. Et là, à ce moment-là, vous vous dites quoi? Je me dis, maintenant, j'ai compris. Donc là, c'est à ce moment-là que tout devient plus clair sur le fait que, en fait, Emmanuel Macron a constitué de manière plus ou moins formelle, des équipes autour de lui pour travailler à son avenir. Et alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? Karim Tadjeddine nous présente auprès d'Emmanuel Macron et donc présente son projet qui a pour nom de code Chicxulub. Chicxulub? Chicxulub. C'est quoi Chicxulub? Chicxulub. Un cataclysme planétaire survenu il y a 66 millions d'années. Les dinosaures profitent alors de leurs derniers instants dans les forêts primaires. Ils n'imaginent pas une seule seconde que leur destin est scellé. Dans la péninsule du Yucatan, un astéroïde va provoquer une explosion 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, entraînant à jamais leur disparition. La fin des dinosaures, un monde nouveau. Vous voyez l'idée? Vous pigez maintenant? Chicxulub, c'est en fait un nom de code pour parler du projet politique d'Emmanuel Macron. En toute discrétion, la petite équipe va se mettre au service du futur candidat. Karim Tadjeddine a une mission, créer une plateforme de mobilisation pour des volontaires. Il semble avoir un modèle en tête, la campagne numérique de Barack Obama de 2012. I still believe in you, and if you still believe in me, and if you're willing to stand with me, and knock on some doors with me, and make some phone calls with me, and talk to your neighbors and friends about what's at stake, we will win this election. L'équipe d'Obama a mis au point Dashboard, un outil redoutable pour fédérer ses militants. Un tableau de bord numérique qui donne des missions quotidiennes aux bénévoles. Karim Tadjeddine voudrait s'en inspirer. Il tient au courant Emmanuel Macron des avancées de son équipe, comme en atteste ce mail du 23 janvier 2016. Les amis, nous avons vu EM cet après-midi. Très en ligne avec le projet, il a trouvé le concept très clair. EM, c'est bien sûr Emmanuel Macron. 3 mois plus tard, Karim Tadjeddine a une grande annonce à faire à son équipe. Emmanuel m'a laissé un message. Il va annoncer ce soir le lancement d'initiatives pour rapprocher société civile et monde politique. C'est l'annonce du lancement de Chicxulub. L'astéroïde
va bientôt percuter la Terre. Ce sera à Amiens, le 6 avril 2016. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Je veux que l'énergie positive, que celles et ceux qui proposent, veulent avancer, puissent par ce mouvement se mettre en marche. Ça commence ce soir et tout dépend de vous maintenant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Le parti En Marche vient de naître. La situation devient alors délicate pour les consultants de McKinsey. S'ils continuent de travailler gratuitement pour Emmanuel Macron, ils pourraient être inquiétés par la justice. En France, les entreprises n'ont pas le droit de financer les partis politiques et les candidats aux élections. Interdit de donner des mallettes de cash. Ça, vous le savez. Mais les entreprises n'ont pas le droit non plus de mettre à disposition leurs salariés sans faire de facture. C'est ce que l'on appelle un avantage en nature, un financement indirect de campagne. Sandrine Djoumara est docteure en droit constitutionnel. Cette spécialiste du financement des partis politiques analyse cette loi qui date de 1995. L'esprit de la loi, de manière générale, est de faire en sorte que les intérêts privés ne viennent pas porter atteinte à l'intérêt général. Une entreprise ne peut pas financer directement ou indirectement. Voilà, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment celle-ci, c'est de faire en sorte que la corruption par l'argent notamment soit évitée et le fait que le candidat, une fois élu, soit susceptible de rendre, une fois au pouvoir, une compensation au service rendu par ce financement privé. En fait, c'est ce qu'on appelle le favoritisme, non? Oui. Le délit de favoritisme. Alors, c'est le but de la loi, c'est d'éviter qu'un financement privé soit susceptible de favoriser une personne, qu'elle soit morale ou privée en particulier. Cette loi, Karim Tadjeddine la connaît parfaitement. Un mois après la création d'En Marche, il envoie ce mail à son équipe. En Marche est un parti politique soumis à des règles très étroites. En cas de candidature, toutes les dépenses seront réintégrées dans les dépenses de campagne. Interdiction de prestations gratuites. Notre témoin, Franck, affirme que Karim Tadjeddine est alors inquiet, à tel point que le projet de plateforme est mis sur pause. La question principale qui se pose, c'est celle du qui dit En Marche, dit parti politique, dit règles de financement de partis politiques. Et le fait que McKinsey fournissait des moyens humains et matériels, et là, clairement, ça devenait quand même beaucoup plus difficile à assumer. Mais en juin 2016, Karim Tadjeddine explique à son équipe avoir rencontré Emmanuel Macron. Les amis, ai vu EM ce week-end qui souhaite que l'on avance vite. Et surprise, 2 jours plus tard, chers tous, go pour Chicxulub. On se voit toutes les 2 semaines, prochain échange le 25 juin de 18h à 20h aux locaux d'En Marche. L'équipe de Karim Tadjeddine reprend le travail. Entre juin et novembre 2016, elle va finaliser le développement de la fameuse plateforme. Son nom, au service de tous. Le projet est supervisé par 2 responsables d'En Marche. Julien de Normandie, le secrétaire général adjoint du parti, et Ismaël Emelien, le conseiller à la communication. Côté McKinsey, 3 salariés travaillent gratuitement. Et leur implication est conséquente, selon Franck, notre témoin. Dans votre souvenir, donc, il y a combien de personnes de McKinsey qui travaillent à cette période-là? Du côté de McKinsey, Karim et son assistant continuent à être à la manette en termes d'organisation, c'est-à-dire le planning, l'organisation des équipes, etc. Et donc un consultant McKinsey sur de l'opérationnel.
Dans les mois qui suivent, il y a 25 réunions qui sont faites pour vraiment l'avancée opérationnelle, donc le lancement d'un site internet. Voilà, il y a des centaines d'heures de travail qui sont fournies pour lancer ce service aux adhérents d'En Marche pour la fin d'année 2016. À quel moment de la journée ils échangent des mails, par exemple? C'est plutôt du travail de journée. Ponctuellement le soir ou le week-end, mais rarement. Plutôt sur ce qu'on peut appeler une semaine de bureau d'un consultant McKinsey. Ils utilisent leur adresse professionnelle pour échanger? Ils utilisent leurs adresses email professionnelles McKinsey, et des moyens de conférence téléphoniques McKinsey aussi. Du travail en pleine journée avec les outils de l'entreprise, nous passons à la loupe tous les mails de Karim Tadjeddine en notre possession. Entre avril et novembre 2016, il envoie 72 mails avec son adresse professionnelle. Plus de la moitié sont rédigés en semaine entre 9h et 19h. Son adresse mail McKinsey, il l'utilise même pour échanger avec Emmanuel Macron. Emmanuel, suite à notre échange rapide par SMS ce week-end, un rapide update sur Chicxulub. L'objectif est d'être prêt à lancer auprès des adhérents d'En Marche fin septembre. Bien à toi. Nous identifions également 2 autres salariés qui utilisent leur adresse mail McKinsey. L'assistant personnel de Karim Tadjeddine, ainsi qu'un consultant senior, Jean-Christophe Pierron. Impossible d'évaluer précisément le coût du travail qu'ils ont fourni. Mais une chose est sûre, cela peut vite chiffrer. Un ancien de la firme accepte de nous révéler les tarifs, sous couvert d'anonymat. Les chiffres que vous allez entendre sont les montants facturés à la journée. Les honoraires d'un consultant à la journée chez McKinsey, ils sont de combien? En gros, ça se compte en milliers d'euros. Un consultant senior, c'est plutôt autour de 3 000 à 4 000 euros. Et pour un directeur associé, on parle de 10 000 euros par jour? C'est dans ces ordres de grandeur. La plateforme sera finalement lancée en mars 2017. Dans un mail, En Marche proposera à ses militants d'y adhérer. Mais l'outil sera finalement peu utilisé. Le travail des consultants de McKinsey a-t-il été déclaré dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron? Nous sommes allés chercher la réponse à la Commission nationale des comptes de campagne. Nous avons cherché la trace de facture McKinsey. But, Maxi Bureau, Ikea, on épluche tout pendant des heures. Donc c'est le dernier dossier, et donc je n'ai trouvé aucune facture de la société McKinsey & Company France. Rien. Nous soumettons tous nos éléments à la spécialiste du financement de la vie politique, Sandrine Djoumara. Elle nous a demandé de les anonymiser. Pourquoi vous n'avez pas voulu savoir quel était le parti ni l'entreprise qui se cachait derrière tout ça? Alors, tout simplement, dans un souci d'objectivité, je tiens à préciser que je ne suis liée ni à aucun parti, ni à aucune personne morale de droit privé, de quelque ordre que ce soit. Donc, donner un avis, c'est quand même plus simple et plus honnête intellectuellement de ne pas connaître les partis en jeu. L'universitaire étudie minutieusement le dossier. Alors concrètement, vu l'abondant échange de mails, il est évident qu'il y a un projet de construction d'un site. Il y a du travail, il y a une prestation qui est fournie, il y a du personnel mobilisé. Ça semble être encadré, dirigé et structuré. Ça, c'est le constat. Enfin, factuellement, c'est le constat qu'on peut faire. Si cette entreprise n'a pas facturé sa prestation, qu'est-ce que ça veut dire? En une telle hypothèse, il s'agirait d'un avantage en nature. S'agirait-il d'un financement illégal de la campagne d'Emmanuel Macron? En tous les cas, la justice a ouvert 2 informations judiciaires. Quel rôle
ont eu les cabinets de conseil dans les campagnes d'Emmanuel Macron, McKinsey en tête. La justice enquête. Le parquet national financier mène des investigations sur les liens entre le chef de l'État, son entourage et le cabinet de conseil américain McKinsey. Selon les éléments d'enquête dont nous disposons, voici la liste des salariés de McKinsey qui ont travaillé pour Emmanuel Macron pendant sa campagne. Il y a d'abord ceux qui ont participé à la création de la plateforme. Karim Tadjeddine, son assistant et Jean-Christophe Pierron. Il y a aussi ces 2 directeurs associés de McKinsey qui ont donné de leur temps. Guillaume de Ranieri a travaillé sur le programme militaire d'Emmanuel Macron. Éric Hazan, lui, a organisé des dîners de collecte de fonds et donné 7 500 € au parti. Il y a enfin ce consultant qui a travaillé pour la pré-campagne électorale et a finalement été embauché par En Marche, Mathieu Maucor. Il est temps pour nous de passer quelques coups de fil. Nous contactons d'abord les anciens cadres d'En Marche qui étaient impliqués sur le projet de la plateforme. D'abord, Julien de Normandie, l'ancien secrétaire général adjoint. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Il décline par texto. Merci beaucoup pour votre message, mais permettez-moi de ne pas donner suite. Belle journée à vous, JD. Puis, c'est au tour d'Ismaël Emelien. Oui, allô. Oui, bonjour Ismaël Emelien. On voulait vous interviewer, notamment à propos du projet Chic Zouloub. Je vous remercie de penser à moi, mais je décline l'invitation. Vous avez pu remarquer que j'ai disparu de la presse avec plaisir. Ouais. Donc c'est une position principielle. Principielle, d'accord. Principiel relatif à la cause première. Bon, au moins, on aura appris un mot. Merci monsieur Emelien, au revoir. Nous appelons maintenant Karim Tadjeddine. Karim Tadjeddine. Il ne répond pas. Nous contactons sa conseillère en communication. Oui, allô ? On fait une enquête sur McKinsey. On va plutôt aussi aborder la campagne d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une enquête pénale en même temps. Bien sûr. Plusieurs même sur ces sujets. Et que pour l'instant, c'est aussi pour ça qu'il a un peu fait le choix de s'exprimer d'abord dans le cadre de l'enquête. J'en parle avec lui avant la fin de la semaine. Oui, bien sûr. On va rappeler la semaine prochaine. Merci vraiment, c'est très gentil à vous. Au revoir. Au revoir. Karim Tadjeddine a finalement refusé notre demande d'interview. Questionné sur le travail qu'il a fourni lors de la campagne d'Emmanuel Macron, voici sa réponse. Je me suis engagé dans la campagne de 2017 à titre personnel. Un consultant n'a pas à proprement parler d'horaire de travail. Il peut faire du bénévolat à 14h et travailler ses dossiers à 22h si c'est l'organisation qui lui convient le mieux. Il a pu arriver ponctuellement que je me serve de mon adresse mail professionnelle ou de ma ligne téléphonique professionnelle dans le cadre de cet engagement personnel. Nous contactons également McKinsey. Le cabinet de conseil refuse toute interview. Interrogé sur la participation de certains de ses salariés à la campagne d'Emmanuel Macron, ils répondent « Nos règles internes nous interdisent de réaliser des missions pour des partis politiques ou dans le cadre de campagnes électorales. » McKinsey reconnaît pleinement le droit de ses collaborateurs à prendre part, dans le respect de la légalité et à titre personnel, à des activités civiques et politiques. Enfin, nous avons sollicité Emmanuel Macron pour une interview et lui avons envoyé une liste de questions. Le président n'a pas répondu à nos sollicitations. Vous avez adoré les coups de main donnés par certains consultants de McKinsey à Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017. Et maintenant, vous aimeriez savoir quelles missions ont été confiées à la firme une fois qu'il a été élu président. L'une des premières missions s'est déroulée à l'Élysée. Son nom, Tech for Good. McKinsey est chargé par le président d'organiser 2 années de suite des pourparlers avec les patrons de la tech.
Regardez un peu qui a fait le déplacement en 2018. Le dirigeant de Facebook, la patronne d'IBM ou le PDG d'Uber. En 2019, Emmanuel Macron a même convié des chefs d'État de premier plan, comme Justin Trudeau pour le Canada et Theresa May pour le Royaume-Uni. McKinsey a mobilisé un nombre conséquent de consultants. Il y a bien sûr Karim Tadjedine, Eric Hazan, plus une quinzaine de directeurs associés qui n'ont pas tous posé sur la photo. Il y avait même le directeur mondial, Kevin Snyder. Cette mission, McKinsey ne l'a pas facturée à l'Élysée. Rappelez-vous, c'est le fameux pro bono. C'est bon pour les photos ? Emmanuel Macron semble ravi de ce beau cadeau de la firme. Thanks for being here. But as you know, in this world, there is no free lunch. So, I wait for you. Some commitments and common commitments. Allez les patrons, trouvez-nous des idées pour rendre ce monde plus juste. Pour les stimuler, McKinsey a trouvé une super idée. Faire de petits ateliers, des workshops. Les consultants mènent la danse, avec à chaque fois un ministre en appui. La future patronne de McKinsey France, Clarisse Magnin, et Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie. Karim Tadjedine et Bruno Le Maire, côte à côte pour l'atelier économie. Kevin Snyder, le boss mondial de McKinsey, et Julie Havran, une directrice associée, sont en symbiose avec Muriel Pénicaud pour l'atelier travail. Ok, c'est bien beau, Monsieur le Président, mais ça a servi à quoi exactement? Plus de 75 décideurs et dirigeants de la tech viennent de signer l'appel Tech for Good. Ils s'engagent pour apporter des solutions aux grands défis des temps présents. Développement économique, lutte contre les inégalités et les discriminations, réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité. Au final, Tech for Good débouche sur une déclaration de bonnes intentions, sans engagement contraignant. Mais pour McKinsey, ces sommets auront été l'occasion d'être au plus près du gouvernement français. Il y a les missions gratuites et bien visibles. Et puis, il y a celles qui sont payantes. On aimerait bien savoir quel type de conseil le cabinet a pu vendre à nos administrations. Pour cela, il faut mettre la main sur les rapports de mission, les livrables, dans le jargon des consultants. Nous sollicitons McKinsey. Voici leur réponse. Concernant votre demande, nous ne pouvons malheureusement pas y répondre favorablement pour des raisons de confidentialité envers nos clients. Alors, on s'est dit que peut-être, les anciens de la firme pourraient nous donner quelques rapports de mission. Ben oui, souvenez-vous. J'étais vraiment surprise parce que c'était juste des gens sympas. Mais avant de les contacter, apprenons d'abord à parler comme eux. Côté lifestyle, comment ça se passe chez McKinsey? Comment se passe le staffing, l'attribution des projets? Tout l'enjeu du staffing est de réussir à matcher. Pour moi, c'était le côté caring des personnes. Mais aussi une culture du feedback. Pour faire ce qu'on appelle des sessions de brainstorm. Il faut être complètement leader de son staffing et aller le chercher. Ok Donatien, you get it? Lead ton staffing, passe des calls et trouve des fucking sources chez McKinsey. Allez, let's go, c'est pour le feedback de la team cash. Bonjour, vous êtes un ancien consultant de McKinsey ? En fait, je suis journaliste pour Cash Investigation. Oui, bonjour, vous êtes un ancien de McKinsey ? Je comprends, mais laissez-moi quand même vous expliquer. Bonjour, 2 petites minutes, juste. Au total, nous avons contacté plus de 50 anciens collaborateurs. Nous n'avons pas récupéré le moindre document. Chez McKinsey, on ne s'exprime pas ouvertement, même après avoir quitté la firme. Nous avons tout de même réussi à convaincre 3 anciens directeurs associés de nous parler, mais anonymement. Dans cette enquête, c'est la seule façon d'obtenir des témoignages. Ce sont des comédiens qui vont répéter leurs propos. Écoutons d'abord le plus ancien d'entre eux. Chez McKinsey, la discrétion et la confidentialité sont des valeurs cardinales. McKinsey a horreur d'être sous les projecteurs. Et les gens qui y sont actuellement, en particulier les directeurs associés, ne parleront pas parce que ce n'est pas dans les gènes de McKinsey.
On ne cherche absolument pas les photos. Encore moins lorsque c'est négatif, bien évidemment. Vous entrez vraiment, entre guillemets, en religion. Et on vous le fait comprendre, d'ailleurs, lorsque vous rejoignez le cabinet. Il y avait un des directeurs associés qui m'avait dit un jour, lorsque je suis entré, il y a 3 institutions dans le monde pour lesquelles les valeurs sont absolument centrales et doivent être respectées, c'est les Jésuites, la marine américaine et McKinsey. Pour récupérer les rapports de mission, il ne nous reste plus qu'une seule solution. S'adresser à l'État français. Après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, McKinsey a signé des contrats avec 3 organismes. On vous a fait un petit schéma pour vous aider à comprendre. En 2018, McKinsey signe un premier contrat avec la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique. Il concerne les missions pour les ministères. 1 an plus tard, le cabinet signe aussi un contrat avec l'UGAP, l'Union des groupements d'achat publics. C'est la centrale d'achat des organismes publics comme les hôpitaux ou les caisses de retraite. Enfin, en 2021, McKinsey signe un dernier contrat avec la DAE, la Direction des achats de l'État, chargée de conseiller Matignon. Avec Élise, nous demandons à ces 3 organismes de nous fournir les rapports des missions commandées à McKinsey sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonjour, c'est en cours, on est en train de faire ces recherches-là. Je peux simplement vous dire que c'est en cours et qu'on va vous faire un retour. D'accord. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Les semaines passent. Et toujours aucun rapport McKinsey sur notre bureau. Mais dans notre quête, il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. La CADA. Tout citoyen peut saisir cette autorité pour obtenir des documents administratifs. Hélène Servan est sa secrétaire générale. Ces rapports de mission, pourquoi en fait il est logique et légitime de les transmettre ? Quand bien même ce document aurait été fourni par un cabinet privé, n'oublions pas qu'ils ont été remis à un commanditaire public qui l'a commandé dans le cadre de ses missions de service public. À ce titre, nous considérons que donc, tous les documents reçus par une administration dans le cadre de ses missions est un document administratif par principe communicable. Après quelques mois d'attente, la CADA nous donne son feu vert. Nous reprenons attache avec la DITP, la DAE et l'UGAP pour obtenir les livrables McKinsey. Sauf que les avis de la CADA ne sont pas contraignants. La DAE nous dit qu'elle va revenir vers nous dans les meilleurs délais. La DITP se retranche derrière les ministères qui sont seuls en mesure de décider si le rapport est communicable. L'UGAP nous fournit un tableau où sont recensées 170 missions confiées à McKinsey. Ah, ça en fait quand même un paquet. Mais dans ce tableau, ce sont toujours les mêmes intitulés. Impossible de connaître les commanditaires. Ils se cachent derrière ces numéros mystérieux. Un document totalement inexploitable. Merci. Alors je vous montre le tableau de la liste des missions que le GAP m'a remis. Effectivement, elles sont nombreuses. Les noms des commanditaires n'apparaissent pas du tout sur le document que vous me fournissez. Là, en l'occurrence, je vous dirais que l'avis de la CADA n'est pas suivi. Voilà, donc il vous appartiendrait, dans ces cas-là, de saisir le juge pour obtenir satisfaction. Et je suis parti pour une procédure peut-être de 2 ans, quoi. Potentiellement, oui. D'accord. Voilà, c'était le documentaire très décevant de Donatien Lemaître. On se donne rendez-vous dans 2 ans pour enfin savoir à quoi ressemble un livrable McKinsey. Tout de suite, une rediffusion d'Affaires sensibles. Attends, Élise. Attends. Oui. On vient de récupérer des rapports. On y retourne ? Yes.
Ok. Le premier livrable va nous être envoyé par le ministère de la Transformation publique. Bonjour. Ah, merci. Merci. Bonjour à tous mes abonnés et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Alors ça c'est le livrable de McKinsey. Il fait 186 pages. Il y a plein de beaux schémas dedans, trop beau, très coloré. Alors son coût, c'est 397 345 €, pas mal. C'est l'une des premières missions commandées à McKinsey sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour vous aider à comprendre les enjeux de cette mission, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 2018. Emmanuel Macron est au début de son quinquennat, avec son Premier ministre Édouard Philippe et Gérald Darmanin, son ministre des Comptes publics. Il lance une grande opération. Action publique 2022. Objectif, trouver 30 milliards d'euros d'économies. Les ministres sont sous pression et sont fréquemment convoqués par le Premier ministre. Mais Édouard Philippe s'interroge. Comment faire pour vérifier que chacun atteigne ses objectifs? C'est alors que Karim Tadjeddine et McKinsey sont appelés à la rescousse pour réfléchir à un système d'indicateurs qui évaluerait les ministres. Nous avons retrouvé un témoin clé de cette histoire. Ce fonctionnaire était chargé de suivre le déroulement de la mission McKinsey. Il accepte de nous parler à condition de garder l'anonymat. Ils ont eu une mission de mettre en place un grand dispositif de suivi de la réforme du quinquennat. De mémoire, il y avait 4-5 personnes. Puis McKinsey, c'est un peu... Ils viennent, ils s'établissent, quoi. Ils ont occupé une pièce, ils ont mis en imprimante et ils étaient là tous les jours. Enfin, ils ont mobilisé, et ça, c'est vraiment leur force, dans un temps record, leur succursale un peu partout dans le monde. Dans le livrable, nous découvrons qu'une vingtaine de pages en anglais n'ont même pas été traduites. Plus étonnant encore, la firme suggère au gouvernement de s'inspirer du système d'indicateurs mis en place en Malaisie. Un pays où la culture démocratique est très éloignée de la nôtre. En Malaisie, on vote, mais on n'a pas le droit de s'exprimer librement. Les médias ne sont pas autorisés à critiquer le gouvernement et les scandales de corruption sont fréquents. Pour couronner le tout, le système d'indicateurs malaisien a été évalué de manière assez sévère par la Banque mondiale. Les systèmes d'indicateurs prolifèrent, ce qui crée une surcharge de travail supplémentaire pour les ministères. Les opposants déplorent les coûts engagés pour créer ce programme et le faire fonctionner. Nous rencontrons l'un des anciens directeurs associés de McKinsey France qui témoigne anonymement, lui aussi incarné par un comédien. Avant tout, il tient à faire une mise au point. Pour lui, la firme ne devrait pas conseiller les États. Pour moi, un service public, ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Penser qu'on peut réformer un service public comme une boîte avec les mêmes critères, c'est dramatique. Le risque, c'est de se planter et puis de faire des erreurs dans les recommandations. Donc moi, je disais, on n'y connaît rien, c'est pas la peine d'y aller. Nous lui soumettons le livrable rédigé par ses anciens collègues. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a un certain nombre de pages qui sont en anglais. Ça sort d'où, en fait? Bah ça, c'est l'équipe de Malaisie qui a fait un résumé de ce qu'ils faisaient, qui est un résumé le plus anonymisé possible. De toute façon, la formation des consultants, c'est beaucoup du recyclage de choses qui ont déjà été faites. C'est comme ça que ça fonctionne, le marché du conseil. Mais que vaut cette mission facturée près de 400 000 €? C'est du bullshit. Moi, je ne ferai pas intervenir McKinsey à moins de 1 ou 2 millions d'euros. Parce qu'avant ça, on n'a que du benchmark. Et puis des trucs qui ont été piqués ici et là, puis voilà. C'est pas comme ça qu'on fait des indicateurs de suivi, pas en regardant ce que fait le voisin. Comment ces propositions ont-elles été accueillies au sommet de l'État? Assez fraîchement, selon le fonctionnaire qui a suivi le déroulement de la mission McKinsey et qui a accepté de nous parler anonymement. La mission n'a pas été un franc succès.
Vous voyez, c'est pas fou ce qu'ils proposent. Donc si je comprends bien, ce travail-là, il n'a pas été utilisé. Il n'a pas été utilisé clé en main. On a proposé une autre méthode en disant on va plutôt y retravailler sur des indicateurs qui collent un peu plus aux réalités, qui viennent moins de l'étranger, etc. Ce qui a donné lieu ensuite à la création du baromètre de la qualité des services publics. D'accord. Ce baromètre a été imaginé par les services de l'État. Accessible sur Internet, 90 000 personnes le consultent chaque mois. Comme quoi les fonctionnaires savent aussi bosser. Pendant des mois, nous avons sollicité le ministre de la Transformation publique, Stanislas Guerini. Il nous reçoit quelques jours seulement avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Bonjour, comment allez-vous? Il est fier de nous présenter la toute nouvelle agence de conseil interne de l'État. J'en profite pour aller saluer un peu tout le monde. J'étais là, j'en profitais pour vous saluer. C'est gentil. Ça va? J'étais là, donc j'en profitais pour venir vous saluer. Bonjour. J'étais de passage, j'en profitais pour vous saluer. Voilà. Ces agents doivent remplacer une partie des consultants des cabinets de conseil. Le message est clair. Le gouvernement, enfin l'ex-gouvernement, a tiré les leçons de l'affaire McKinsey. Tutto bene? Parfait. Vous venez de créer en mars dernier une agence de conseil interne de l'État qui regroupe plus de 50 consultants, bientôt 75, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles en sont les missions? On s'est rendu compte que, on l'a vu pendant la crise sanitaire, on avait besoin de réinternaliser un certain nombre de compétences pour retrouver plus de maîtrise sur nos politiques publiques. Et donc, en gros, de faire moins appel au cabinet de conseil et de faire moins plus à l'extérieur, travailler un peu plus à l'intérieur, pour plusieurs raisons. D'abord parce que parfois ça nous coûte moins cher. Quand on réinternalise ici des consultants, on se rend compte que quand ils sont bien occupés, on économise un peu d'argent. Ça, vous l'avez calculé? Oui, on estime qu'on peut économiser 100 000 euros par consultant qu'on réinternalise dans l'État. Donc c'est non négligeable, on pourra parler un peu de chiffres. Oui. Si vous avez créé cette agence, c'est bien qu'on a trop fait appel au cabinet de conseil privé. Il faut dire la chose assez clairement. Est-ce que l'État a le droit, entre guillemets, de faire appel quand on a besoin d'éclairer une décision, quand on a besoin d'avoir des compétences qu'on n'a pas forcément? Ponctuellement. La réponse, c'est oui. Mais qu'en revanche, à un moment donné, on a peut-être trop externalisé, peut-être. Et donc moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ou sûrement. Au fond, en 2021, on avait 261 millions d'euros de commandes en conseil qu'on pouvait qualifier de stratégiques. 2023, c'est la dernière année qu'on a de façon complète. C'est maintenant 78 millions d'euros. Donc on a un peu plus que divisé par 3 par rapport à l'année où on a beaucoup consommé. Alors, moi, je voulais qu'on rentre un peu dans des choses précises. Je voulais vous parler de la mission réalisée par McKinsey, réussir la transformation de l'action publique. Alors, nous, la première chose qui nous a beaucoup surpris, c'est que la partie consacrée aux comparaisons internationales est en anglais. Vu le prix que vous avez payé pour cette mission, 397 345 €. Bon, à ce prix-là, on se dit, bon, ils peuvent quand même vous filer un document où tout est écrit en français quand même. Ça faisait partie des choses à améliorer. Et donc, non, maintenant, je ne trouve pas normal qu'on puisse avoir des slides qui soient faits en anglais quand il s'agit d'accompagner les administrations françaises. Donc, dorénavant, ça n'existera plus dans les missions de conseil. Il faudra parler français. Nous, il y a autre chose qui nous a choqués, c'est que McKinsey propose au gouvernement français de copier en partie le système d'indicateurs mis en place par le gouvernement malaisien, qui est un pays où le système démocratique il est un peu différent du nôtre, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? C'est le principal pays cité, hein. Oui. Vraiment. Hein. Ok, très bien. Je ne suis pas choqué. On ne leur a pas dit « allez nous prendre les meilleurs exemples de systèmes démocratiques dans le monde où les droits de l'homme sont les mieux respectés ». Non mais c'est important parce que... Ça aurait été pas mal que vous leur demandiez ça. Ça, c'est une autre mission d'une certaine façon. C'est une autre réflexion sur des politiques publiques. Ça rentre en ligne de compte quand même. Là, en l'occurrence, je pense que c'est une mission qui a permis à la fin, c'est ça qui doit nous intéresser tous les deux en tant que citoyens, de mettre en place un système
qui est super utile pour l'État français. Alors, vous me dites que cette mission, qui a, je le rappelle, coûté 397 345 €, a été utile. Moi, je vais vous faire écouter le témoignage d'un fonctionnaire qui a travaillé sur cette mission. Donc, il sait de quoi il parle et qui a accepté de nous parler anonymement. Écoutez plutôt. La mission n'a pas été un franc succès. On a proposé une autre méthode qui a donné lieu ensuite à la création du baromètre de la qualité des services publics. Donc, vous voyez, le fonctionnaire, là, il est clair. Il dit que le baromètre de la qualité des services publics, il a été pensé plus par des fonctionnaires et pas grâce à McKinsey, pas grâce à ce rapport. Si on schématise, la mission, elle a été utile pour poser le cadre. Est-ce qu'ensuite, la mission, elle était totalement, pour reprendre son expression, clé en main? La réponse, c'est non. J'insiste sur ce point, qu'à la suite de cette mission, nos administrations, ici d'ailleurs, là où on se trouve, à la direction interministérielle de la transformation publique, puissent prendre la suite et dire, maintenant, quand on est dans la conception finale de cet outil-là, c'est nous qui puissions le faire, et alors, je trouve que c'est plutôt pas malsain en l'occurrence. Mais c'est pas ce qu'il dit vraiment, lui. Encore une fois, si le point, c'est de dire que toutes les missions de conseil sont pas forcément utilisées à bon escient. Oui, je suis d'accord avec vous. Et je suis le premier à dire qu'il faut, et c'est un enjeu de finances publiques, d'abord en objet numéro 1, mieux maîtriser notre dépenses, mais que tout ne soit pas parfait dans les missions de conseil, oui, on peut être d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez du pro bono? Pro bono, c'est les missions faites gratuitement par les cabinets de conseil. Je suis pas pour. Privés. Je l'ai interdit. Pourquoi? Parce que je pense, mais c'est une question qu'on pouvait se poser, ça a existé. Là encore, je ne pense pas qu'il y ait eu à chaque fois des mauvaises intentions systématiques derrière le pro bono. Jamais. Mais moi, j'en sais rien. Je vais vous dire, je suis très prudent là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut entendre par mauvaise intention? Parfois que de des remporter des entreprises contrats par la suite. soient venues en se disant je vais être sympa à un moment donné, et puis comme ça je serai bien positionné, j'aurai plein de contacts, etc. Oui, bien sûr, peut-être que ça existait. C'est pour ça, je vais au bout de la réponse. Bien sûr. Moi, je ne suis pas pour ce système-là. J'ai préféré me dire, on va complètement interdire le pro bono, parce que, comme disent les Anglais, il n'y a jamais de repas gratuit, pour retraduire une expression anglaise. Oui, j'essaie de ne pas être trop start-up nation et de ne pas le dire en anglais. Ouais, on essaie d'être cohérent avec ce qu'on se dit. Mais moi, je pense que c'est mieux de le sortir du système aujourd'hui. Alors, si je vous pose la question, c'est aussi parce que je voudrais que vous regardiez ces images. Est-ce que vous les connaissez, ces images ? Ça, c'est peut-être Tech for Good, c'est ça ou pas? Bien joué. Voilà. Oui, parce que c'était un des sujets sur lesquels on a parlé du pro bono. Donc Tech for Good, organisé gratuitement, pro bono, par McKinsey pour l'Élysée en 2018 et en 2019. Il y a eu plus d'une quinzaine de directeurs associés de la firme qui ont été mobilisés pendant plusieurs jours pour organiser ces événements. Pourquoi McKinsey a accepté de faire ça gratuitement, à votre avis? Je ne sais pas faire la part des choses exactement dans la tête de McKinsey. À ce moment-là, j'imagine qu'il y a un peu des deux. Vous voyez, j'essaie de vous répondre de façon précise. Un peu de quoi et de quoi? Un peu d'intérêt général en se disant c'est bien qu'on puisse participer à des sujets qui participent à des sujets d'intérêt général. Et beaucoup d'intérêt privé ou... Peut-être qu'à ce moment-là, ils aient eu une arrière-pensée en disant tout ça, ça va quand même nous faciliter potentiellement la vie, etc. Voilà. Parce qu'on sera bien vu d'une certaine façon. Par l'État français. Il y a une petite part de ça. Est-ce que vous diriez après coup que laisser organiser McKinsey Tech for Good, c'était une erreur? Moi, je crois que c'est mieux de sortir la pratique du pro bono. Non pas, je ne veux pas laisser entendre qu'il y a eu une mauvaise intention en disant on va vous donner des marchés contre l'organisation. Je crois que ça n'a pas du tout existé. Est-ce que vous diriez que c'était une erreur, c'est tout? C'est ça ma question. Je pense que c'est mieux de ne plus avoir de pro bono tout court, que ça soit pour Tech for Good ou pour tout autre événement ou engagement. Chacun a sa place. Donc c'était une erreur. Chacun a sa place, je pense que c'est mieux comme ça. Merci Stanislas Guérini. Merci à vous. Allez, on vous quitte, Monsieur Guérini. Nous avons récupéré les livrables d'une autre mission de McKinsey. Bonjour, un colis de la part de l'informé. Ah, super, merci. Bonne journée, monsieur. Alors, merci à mon caméraman pour les effets spéciaux. Alors, c'est le média L'Informé qui s'est procuré ces rapports après 1 an de bataille judiciaire. Merci les collègues. Cette fois-ci,
Donc il y a 3 livrables. Celui-là est très volumineux, il fait 204 pages. Et il y a aussi 2 petits livrables. Le coût de ces 3 rapports, c'est 496 800 €. Cette mission elle a été commandée en 2020 par le ministère de l'Éducation, qui était dirigé alors par Jean-Michel Blanquer. Le 18 janvier 2022, la mission intrigue particulièrement la commission d'enquête du Sénat sur les cabinets de conseil. En pleine campagne présidentielle, les sénateurs interrogent Karim Tadjedine sur cette commande. Le consultant passe un moment difficile. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants. Attendez, réfléchir aux évolutions attendues du marché de l'enseignant. C'est-à-dire ? Pour analyser ces rapports de McKinsey, nous partons à Bordeaux. Nous avons rendez-vous avec un expert en sciences de l'éducation, François Dubet. Bonjour, monsieur Dubet. Ce sociologue a rédigé des rapports pour le ministère de l'Éducation et participé à l'élaboration de programmes scolaires. Nous lui avons demandé de lire l'intégralité des livrables. De mon point de vue, ces rapports n'ont pas une originalité technique et informative particulièrement éblouissante. Dans ces livrables, on trouve énormément de graphiques qui comparent les systèmes éducatifs au niveau mondial. Selon François Dubet, McKinsey utilise des données publiques, facilement accessibles. Vous fabriquez de la connaissance par comparaison. D'accord. Voilà. Et en vous appuyant sur des données que vous ne produisez pas dans la plupart des cas, qui ont déjà été produites. Et donc, vous allez chercher dans les ministères, dans les fondations, dans les agences, dans les bureaux d'expertise, mais ce qui se fait couramment. Donc c'est des activités assez banales, intellectuellement. C'est banal. Oui. Pour moi, ça reste un peu énigmatique de voir que la commande qui a été passée est sous-traitée d'une certaine manière. Le ministère est armé pour faire ce qu'a fait McKinsey. Enfin, je n'ai aucun doute là-dessus. McKinsey ne se contente pas de faire des comparaisons de systèmes éducatifs. Dans un des livrables, la firme fait des propositions au ministère pour mettre en place des primes pour les enseignants, comme dans les entreprises privées. Comme ils le proposent eux-mêmes, vous allez donner une prime au mérite à répartir entre les enseignants, ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas, ce qui fait que vous créez, au lieu d'avoir une communauté éducative, vous avez plutôt une communauté de concurrents. Bonjour l'ambiance dans la salle de prof, si je peux me permettre. Pour construire son modèle, McKinsey s'est appuyé notamment sur une étude produite par l'Institut Fraser, un think tank canadien ultra-libéral, climato-sceptique et qui milite dans des vidéos décalées pour l'abolition de tous les impôts. Il est dans quel état ? Je regarde les constantes. Oh, j'arrive pas à croire le nombre de taxes qu'il paye. Bon sang, tous ces impôts. Cet institut Fraser a proposé ça aux systèmes éducatifs qui sont très décentralisés au Canada. Ça a été un tollé, ça n'a même pas été examiné. Les gens, le monde enseignant, les ministres ont dit c'est des fous. Faire que l'école soit un marché dans lequel les gens soient payés comme des entrepreneurs plus ou moins efficaces, je pense que c'est absurde. À quoi ont servi tous ces livrables ? Nous découvrons qu'ils ont été utilisés lors d'un colloque organisé par le ministère de l'Éducation. Bonjour à toutes et à tous. Cet événement s'est tenu en pleine crise du Covid, en distanciel. En direct du panel numéro 2 du colloque. Pendant 8 heures, des chercheurs français et étrangers prennent la parole dans des conditions acrobatiques. Je n'entends rien. Ça ne marche pas du tout. Même le ministre n'est pas épargné. Que l'on attendait avec beaucoup d'impatience, parce que c'est un moment très sensible. Merci de nos sociétés. Et le rapport McKinsey dans tout ça ?
Quelques graphiques et des généralités énoncées par la firme ont été utilisés par l'animateur du colloque. Eh bien, l'éducation permet le progrès technique à long terme et la prospérité économique. Et puis, tout cela a été repris dans un rapport remis au ministère pour préparer le Grenelle de l'éducation. Nous contactons l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, pour lui proposer une interview. Pendant plusieurs mois, on a tout tenté. Coup de téléphone, SMS, mail. Il finit par nous envoyer ce très long message. Mais il nous interdit d'utiliser sa réponse. Je ne vous autorise pas à en faire état dans votre reportage. Eh bien avec ça, on est bien avancé. Il ne nous reste plus qu'une option. Aller à sa rencontre lors d'une conférence à Paris. Ça n'a pas encore commencé, on en profite pour se faufiler. Ah, voilà. Bon. Bonsoir, Monsieur Blanquer. Bonjour. Élise Lucet, Français, Oui, Cache Investigation. Je viens vous voir parce qu'on vous a sollicité à plusieurs reprises. On voulait savoir, on est en train d'enquêter sur McKinsey, et on voulait savoir pourquoi vous aviez fait appel à ce cabinet de conseil en 2020. Ça, c'est votre méthode de faire ça comme ça. C'est normal, comme c'est de l'argent public, que je vous pose des questions et que je vous demande pourquoi vous avez fait appel Alors, on va le faire ailleurs. au cabinet McKinsey. Ouais. On va se mettre à côté. Ok, merci. Je vais d'abord vous parler à part, Oui, il n'y a pas de souci. sans les caméras. Il n'y a pas de souci. Mais monsieur, si. Sans les caméras. L'ancien ministre se cache derrière un mur. Dans l'histoire de Cache, on n'avait jamais vu ça. Je vous pose des questions simples. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2020 de faire appel au cabinet McKinsey pour une mission sur le futur métier d'enseignant qui a coûté à l'État 496 800 €? En l'occurrence, vous avez un livrable qui a été donné, qui a servi de base ce qu'on appelle le Grenelle de l'éducation. Ce Grenelle de l'éducation a lui-même servi de base à des mesures qui sont de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Oui. Vous avez dû voir les SMS avec votre journaliste. Que vous avez refusé qu'on reprenne d'ailleurs, hein, vos réponses écrites par SMS. Oui, parce que- À la fin du SMS, vous dites « je refuse que vous repreniez ces réponses ». Comprenez qu'on vienne vous voir quand même. Vous n'avez rien à voir avec les histoires de l'éducation. Eh bien alors, d'autant plus. L'éducation nationale est beaucoup moins concernée que n'importe quel autre ministère par ce sujet. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas fait appel au service de l'État pour faire ce rapport à la place de McKinsey, qui est un cabinet de conseil extérieur? Parce que vous avez avec McKinsey une comparaison internationale que vous ne pouvez pas faire avec un simple ministère. Vous ne pensez pas que vos ministères sont capables de faire une comparaison internationale? Non, il y a des études de nature mondiale. Évidemment, certains grands cabinets savent faire. C'est des données publiques. Tous les ministères peuvent avoir accès à ces données. Si vous connaissiez le sujet de près, vous diriez pas une chose pareille. Mais monsieur Blanquer, 1628 € la page, est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière de dépenser l'argent public? Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. Celle d'une démocratie. Mais vous êtes non, dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, vous n'êtes pas le parquet, n'est-ce pas? Je ne suis pas le Vous n'êtes parquet, pas je non plus suis une l'Assemblée journaliste nationale qui ou le essaie d'obtenir des réponses, et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des J'ai réponses. répondu. Il y a des milliers de journalistes me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions tout le temps. Bon, après cet échange constructif, il est temps de vous parler de la mission la plus chère que nous ayons pu récupérer. Bonjour, un colis d'assurance retraite. Merci. Bonne journée. Alors cette fois-ci, il y a 7 livrables. Ils m'ont été remis par l'assurance retraite. C'est l'organisme qui paye les pensions des retraités en France. Donc transparent, cet organisme. Et son coût, c'est 957 674 €. Donc c'est une très grosse mission de consultant. C'est aussi... À l'origine de cette commande, il y a cette promesse faite par Emmanuel Macron en 2017, mettre en place le système de retraite à points, s'il est élu. Nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, 1 € cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. Arrivé à l'Élysée, le président charge Jean-Paul Delevoye d'écrire le projet de réforme. Après 2 ans de travail, il remet son rapport à Édouard Philippe en 2019. Ambiance détendue sur les photos, mais en coulisses, l'exécutif met la pression sur l'assurance retraite. L'organisme décide alors de recruter en urgence Karim Tadjedine et McKinsey.
La mission des consultants est tenue secrète. Seuls les chefs de service de l'assurance retraite sont mis dans la confidence. Ils vont travailler ensemble pendant plusieurs mois, alors que la réforme n'a même pas encore été votée. Son directeur général, Renaud Villard, accepte de revenir sur cette mission à près d'1 million d'euros. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Villard, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Transparent, mais quand même sur ses gardes. Juste avant de commencer, il raccourcit le temps de l'interview. Faut que je décolle à 21, quoi. Le temps de préparer la réunion suivante. Vous avez un peu raccourci quand même. Oui, vous avez raccourci. Racontez-moi un peu le contexte de l'époque, en 2019. Expliquez-moi un petit peu l'urgence dans laquelle vous étiez. Vous étiez quand même sous pression. C'est pas une question de pression. Vous avez une transformation stratégique énorme à mettre en œuvre. Cette transformation stratégique énorme, j'ai considéré qu'il fallait avoir des expertises, des éclairages et des renforts extérieurs. Donc pour vous, cette mission justifiait une telle dépense? Il faut parfois savoir mobiliser des moyens en renfort pour éviter finalement un accident industriel ou pour éviter de mettre en grande difficulté le service public. McKinsey aurait permis d'éviter un accident industriel. Monsieur Villard, nous vous laissons quelques instants pour regarder de plus près ces livrables. Alors, je vais vous donner les petits livrables. À la rédaction, nous demandons à nos enquêteurs préférés de nous résumer leur contenu. Donc vous avez 1 heure pour m'expliquer la mission. Let's go pour une petite session brainstorming, comme on dit chez McKinsey. Si tu veux, il fallait définir le planning de mise en œuvre et conduire l'implémentation avec un processus macro-cible défini à valider en co-strat. Il s'agissait d'une structuration top-down de la transformation, avec une première version du mandat cible pour chaque programme. Alors en fait, le reporting doit permettre de connaître l'avancée globale du projet, avec une mise à jour du dernier point synchro-axe par le responsable de chantier. En fait, les arbitrages majeurs du programme sont escaladés dans la déclinaison adaptée du COMEX. Bref, cadencement cible, aspiration. Ok, perso, je me sens assez top-down au niveau du synchro-axe là. Allez, on reprend en français depuis le début. L'objectif, on le rappelle, mettre en place la retraite à points. Le rôle principal de McKinsey, la planification du travail. Les consultants vont s'assurer que les chefs de service de l'assurance retraite tiennent les délais. Comment les principaux intéressés l'ont-ils vécu? Un chef de service de l'assurance retraite a accepté de nous parler, à condition de protéger son anonymat. C'est un comédien qui répète mot pour mot ses propos. Les consultants avec qui j'ai eu à travailler, je les ai trouvés très légers. J'ai pas été ébloui. J'ai même été un peu agacé. À pas mal de reprises, il a fallu que je leur explique des choses qui, pour moi, relevaient normalement d'une base de connaissances classique. Ça nous rajoutait du travail. Mais on ne nous aidait pas forcément sur le fond. Ça nous a juste amené de la complexité. Si la question est, est-ce que cette réforme a mis les équipes sous tension et en grande détresse? C'est oui. Vous voulez savoir où on finit tous ces livrables? Pour le moment, sur une étagère. La réforme de la retraite à points a finalement été abandonnée par le chef de l'État. Les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Le directeur de l'assurance retraite, Renaud Villard, est-il allé trop vite en commandant cette mission de presque 1 million d'euros à McKinsey? En fait, cette mission, elle consistait à préparer une réforme, mais qui n'avait pas encore eu lieu. Curieux quand même. Effectivement, la loi n'était pas encore promulguée. Quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, d'établissement, et que vous voyez qu'il y a le contexte qui évolue, vous n'attendez pas que le contexte ait évolué définitivement pour engager une transformation. Est-ce que cette mission McKinsey, c'était pas pour mettre sous pression vos équipes? Ma responsabilité, c'est au contraire d'embarquer un collectif, de porter un collectif. Je suis très attaché au contraire à ce que tout cela se passe de manière sereine. Et renforcer une équipe de direction, c'est justement considérer que si on ne la renforce pas,
elle risque d'être mise sous pression, elle risque d'avoir trop de charges. Il y a 12 consultants qui ont été mobilisés sur cette mission pour un total de 350 jours de travail. Est-ce qu'il fallait déployer autant de moyens ? 350 jours hommes, c'est l'équivalent à peu près, si vous prenez sur une année complète, de 2 collaborateurs en plus. Oui, mais la rémunération au jour, elle est très élevée, on le sait, quand on fait appel à des consultants, et notamment à McKinsey, c'est... Elle est supérieure, elle est largement supérieure à la rémunération d'un collaborateur de la sécurité sociale, c'est certain, parce que vous payez aussi évidemment le prix de l'expertise et puis le prix de la capacité à mobiliser en urgence des ressources expertes. L'urgence a un prix, l'urgence a un coût, ça s'appelle le prix de l'urgence. Je suis désolé, là, on est vraiment... je suis très en retard. Bon, il semble urgent pour Monsieur Villard de partir. Des missions McKinsey qui font pchit. Cela fait des années que certains s'en plaignent au cœur de l'État. Remontons dans notre magnifique DeLorean, mon petit Marty. Et notre super bolide nous emmène, waouh, aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine. Ouais, bah t'as qu'à te garer là, Marty. Nous mettons la main sur la première mission confiée par l'État à McKinsey. Elle concerne la compagnie Air France et date de 1968, sous De Gaulle. Fichtre, ça fait une paye que McKinsey conseille l'État. La firme est chargée d'améliorer la productivité de la compagnie, mais le directeur des transports aériens n'est pas très convaincu par le travail des consultants. Le rapport laisse un peu l'impression que plus les questions traitées sont déterminantes, plus il se réfugie dans le vague et l'imprécis. Il n'y a rien de bien nouveau. Même scénario en 1972 avec La Poste. Le directeur demande à la firme de faire plusieurs audits. Dans cette petite lettre écrite à son adjoint, il exprime sa déception après avoir pris connaissance d'un des rapports. Monsieur, voulez-vous lire ce document? Fruit d'une étude pour laquelle nous avons payé 80 millions de francs. C'est un véritable scandale. Je suis écœuré de voir un tel cinéma qui ne nous apprend rigoureusement rien. Après tout, j'ai peut-être tort et je suis un vieux. La même année, McKinsey aide le ministère de l'Éducation à réorganiser ses services. Des inspecteurs de l'État évaluent le coût de cette mission. Selon eux, les honoraires des consultants sont trop élevés. Les salaires sont manifestement supérieurs à ceux pratiqués dans les entreprises similaires. Prise en charge de frais d'hôtel et de restaurant d'un standing élevé, certaines de ces dépenses ne semblent pas indispensables à l'exécution du marché. Quittons nos vieux rapports pour revenir dans le présent. Combien McKinsey a-t-il gagné entre 2017 et 2022 grâce au contrat signé avec l'État? Pendant des mois, nous avons demandé aux organismes publics de nous transmettre les montants. Voici les chiffres qu'ils ont fini par nous envoyer. Ils sont inédits. 39 millions d'euros pour les missions commandées par les ministères via la DITP. 32,5 millions d'euros pour les organismes publics via l'UGAP. Et enfin, 1,3 million d'euros pour la DAE. Au total, on arrive donc à 72,8 millions d'euros de commandes sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Interrogé, le cabinet de conseil minimise ces chiffres, mais sans nous apporter d'éléments précis. Selon nos éléments, c'est la première fois que McKinsey vend autant de missions à l'État français. Ces bons chiffres vont servir l'ascension de Karim Tadjeddine. Mathieu Aron est journaliste au Nouvel Obs. Il a récupéré un document exclusif, la fiche d'entretien annuelle du consultant de 2019. Karim Tadjeddine demande à être promu. Pour convaincre ses supérieurs, il met en avant la progression de son chiffre d'affaires, notamment avec l'État. Voici ce qu'il écrit. En 2 ans, mon activité client a doublé. Cette accélération, dit Karim Tadjeddine, résulte de la stabilité de mon portefeuille client et de l'accroissement de l'activité chez ces mêmes clients.
Comment vous la comprenez, cette phrase? Ça veut dire que ça va bien, que Karim Tadjeddine est content, qu'il a gardé en fait les mêmes clients qu'il avait dans le secteur public, mais que ses clients lui ont passé plus de commandes, 2 fois plus de commandes, ce qui est assez considérable. Dans cette note, Karim Tadjeddine écrit noir sur blanc qu'il espère tirer parti de son réseau personnel parmi les ministres. Mes relations clés comprennent le président de la République, que je connais depuis 10 ans, des conseillers de ce même président, les ministres du logement et du numérique, en l'occurrence à l'époque, il s'agit de Julien de Normandie et de Mounir Majoubi, et des dirigeants d'entreprises publiques. Faire figurer dans une fiche que l'on connaît le président de la République depuis 10 ans et que l'on connaît par ailleurs 2 ministres, c'est quand même assez étrange. C'est vraiment dire, puisque je les connais, finalement, ça peut favoriser mon activité. Convaincu par ces arguments, la firme nommera Karim Tadjeddine directeur associé senior. En 2019, il est au plus haut de sa carrière chez McKinsey. Mais cela ne va pas durer. Trois ans plus tard, le très influent consultant se retrouve au cœur d'un scandale qui va enflammer la présidentielle. Le 18 janvier 2022, Arnaud Bazin, le président de la commission d'enquête du Sénat, lui pose une question à première vue anodine. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Merci. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Son audition est retransmise par la chaîne Public Sénat et sur les réseaux sociaux. Comme des millions de Français, cet ancien directeur de McKinsey France regarde son intervention. Il n'en revient pas. C'était de notoriété publique qu'on ne payait pas d'impôts. Tous les directeurs associés savaient. Ça, Karim aurait dû le dire quand il était interviewé par la sénatrice. L'élément de langage qu'il aurait dû dire, c'est « Nous sommes redevables de l'impôt sur les sociétés, mais nous ne faisons pas de bénéfices en France. » McKinsey ne payerait pas d'impôt sur les sociétés en France. À ce moment-là, l'information reste secrète. Mais 2 mois plus tard, la commission sénatoriale organise une conférence de presse. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le constat est clair. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Comment peut-on accepter un tel comportement d'un cabinet qui est intervenu sur des réflexions stratégiques pour notre pays? Ces révélations tombent en pleine campagne présidentielle. Est-ce qu'on parle d'une négligence gouvernementale? Emmanuel Macron se serait bien passé de la polémique qui concerne le cabinet de conseil américain McKinsey. Cette société est accusée de ne pas payer d'impôts en France alors qu'elle réalise des missions pour le gouvernement. McKinsey rend l'argent devient une expression virale. Brandie dans les manifs, taguée sur les affiches du président en quête d'un 2e mandat. La rapporteure de la commission d'enquête du Sénat, la communiste Éliane Assassi, se souvient bien du climat électrique qui régnait à cette époque. De découvrir qu'une société missionnée par l'État recevait des millions d'euros pour des missions qui quelquefois n'aboutissaient pas et qui en plus ne payaient pas d'impôt sur le bénéfice, ben voilà, ça a été choquant. Et vous preniez le métro, les portes du métro ne fermaient pas, quelqu'un criait dans la rame du métro, c'est encore de la faute de McKinsey. Voici l'homme qui l'a aidé à mettre au jour le scandale fiscal. Arnaud Bazin, le président LR de la commission d'enquête. Il a demandé au fisc de lui fournir un tableau avec le montant des impôts payés par McKinsey, mais aussi une dizaine de cabinets de conseil travaillant pour l'État. Qu'est-ce que vous constatez sur ce document? Sur ce document, je constate que McKinsey est le seul cabinet de conseil à ne pas avoir versé d'impôt sur les sociétés pendant 10 ans. Ça veut dire que cette société, qui fait 300 à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires dans notre pays, me semble-t-il, en tout cas en ordre de grandeur,
ne fait aucun bénéfice les 10 dernières années. Donc cela fait question. Et ça, c'est quand même totalement atypique. Si, je ne peux pas vous dire mieux que seuls parmi tous les grands cabinets de conseil étrangers ne font pas de bénéfices pendant 10 ans. En effet, c'est plus qu'atypique, c'est unique. Comment McKinsey a pu ne verser aucun impôt sur les sociétés en France pendant 10 ans? Pour nous aider à y voir plus clair, nous faisons appel à Fabien Dampenon. Il est inspecteur des finances publiques et élu à la CGT. Le fait d'avoir effectivement une absence d'imposition en France sur une si longue période peut penser à un système délibéré de transfert de bénéfices hors de France, via effectivement la surfacturation probable ou éventuelle de prix de transfert. Les prix de transfert, ça mérite bien un petit schéma. Des filiales de McKinsey dans le monde auraient surfacturé de très nombreux services à McKinsey France pour ramener ces bénéfices à zéro. Résultat, aucun impôt sur les sociétés à payer. Accéder au compte de McKinsey en France nous aiderait à comprendre. Sauf que la société est domiciliée dans un État américain, le Delaware. Là-bas, aucune obligation de publier ses résultats. Mais on a une autre piste. Nous, on a regardé les comptes disponibles dans d'autres pays, comme par exemple l'Australie. Là-bas, le gouvernement est intraitable. Toutes les entreprises doivent publier leurs comptes, même si elles sont domiciliées à l'étranger. Alors, les différents prix de transfert, donc on a par exemple Consulting Services. Donc ça, a priori, c'est les consultants étrangers qui vont travailler pour la filiale australienne. On a aussi les Firm Function Charges. Donc ça, c'est les charges de fonctionnement de la firme. Et puis, on a les Royalty Expenses. Donc là, c'est les frais pour l'utilisation de la marque McKinsey. Tous ces services coûtent à cette filiale des millions de dollars et font fondre ses bénéfices. Fabien Dampenon a fait les calculs pour 2022. Faire partie du groupe McKinsey coûte à la société australienne 40 millions pour des services qui lui sont rendus par les autres sociétés du groupe. Et ça a une incidence sur l'impôt qui est payé à la fin de l'année dans le pays. La base d'imposition de la société australienne en Australie est réduite de 40 millions. Et toute la question des prix de transfert, c'est de savoir si cette somme a été exagérée pour que les bénéfices quittent l'Australie pour être moins taxés en Australie. La firme aurait-elle utilisé les prix de transfert pour faire plonger les bénéfices de sa filiale française? Pendant des mois, nous avons sollicité le cabinet McKinsey en France pour interviewer sa patronne, Clarisse Magnien. Sans succès. Nous apprenons qu'elle donne une conférence dans un cabinet d'avocats dans le 8e arrondissement de Paris. Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation, France 2. La dirigeante presse le pas quand elle nous voit. Et je suis attendue là. Oui, mais nous, on vous attend depuis des mois, donc je voudrais vraiment que vous répondiez à cette question. Pourquoi vous n'avez pas payé d'impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020? Déjà, bonjour, je suis ravie de vous moi aussi, je vous regarde et je vous connais, voilà, comme une personnalité publique, donc je suis contente de vous voir. Donc vous savez que j'aime avoir des réponses. Je le sais. Je sais que vous êtes... Donc si vous pouvez me répondre, ce sera formidable. Non, écoutez, on est en contrôle fiscal actuellement. Hein, vous le savez. Ouais. Donc, le fisc est en train de tout regarder. On a tout fourni. On est là depuis 60 ans en France. Le fisc nous connaît, nous a contrôlé fiscalement plusieurs fois. Et là, ils sont en train de faire le travail. Et moi, ce que je vous propose, c'est regardons le résultat. D'accord, mais là, la commission d'enquête sénatoriale, elle a établi que vous n'aviez pas payé d'impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020, alors que tous les autres cabinets l'avaient fait. Pourquoi vous n'avez pas payé ces impôts? Parce qu'on n'a pas généré de rentabilité en France. Vous n'avez pas généré de rentabilité. Vous avez fait entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Est-ce que ce sont les prix de transfert qui expliquent justement... Non, ça n'est pas les prix de transfert. Ça, je peux vous le dire dans les yeux. C'est pas être transfert. Et pourquoi? Eh ben, je vais vous dire, c'est très simple. On a une structure de coût du travail qui est, pour la France, 15% plus élevée que la moyenne européenne.
Et on a des honoraires qui sont en moyenne 15% plus faibles que la moyenne horaire. Ça, pardonnez-moi, encore une fois, les autres cabinets qui ont exactement le même coût du travail et les mêmes prix d'honoraires en France, eux ont généré du coup des impôts à payer. Si, c'est exactement les mêmes structures que les autres cabinets de conseil. Les rémunérations ne sont pas les mêmes, les structures de rémunération ne sont pas les mêmes. Vous avez exactement les mêmes structures. C'est d'ailleurs la commission d'enquête sénatoriale met le doigt là-dessus en disant il y a des cabinets de conseil qui en France ont travaillé pour l'État, ils ont tous payé des impôts sur les sociétés, sauf vous. Donc voilà, vous répondez pas à ma question. Non, en 2021, on a payé l'impôt sur la société, donc il y a eu des années où on l'a payé. Alors, j'ai pas le montant comme ça de ma dette. Ça m'étonne. Non, parce que vous savez, non. Vous pourriez nous le communiquer? Bah, je pourrais vous communiquer. Oui, je peux voir si je peux vous communiquer. Est-ce que vous en avez payé en 2022, en 2023? Ça, je ne sais pas. Ah bah ça alors, la patronne de McKinsey France ne se souvient plus si son entreprise a payé l'impôt sur les sociétés ces dernières années. Nous contactons la firme. Elle refuse de nous répondre. Il faut dire que 2 enquêtes sont en cours. L'une menée par les services fiscaux, l'autre par la justice pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Le sénateur Arnaud Bazin n'est pas sûr que ces procédures aboutissent de sitôt. Quand nous sommes allés à Bercy, on nous a expliqué toute la procédure, avec tous les aspects du contradictoire, une commission de conciliation qui intervient derrière, ensuite la possibilité d'aller en justice au tribunal administratif, puisque c'est l'état de droit qui veut tout ça. Donc il faut être clair, si on a une réponse un jour sur une éventuelle surfacturation, ça sera au bout de peut-être 7 ans, 8 ans de procédure. En attendant, vous allez voir que les bénéfices reviennent dans les poches de ceux qui dirigent la firme. Les flux financiers des filiales de McKinsey remontent en bout de chaîne à New York. Nous avons réussi à identifier la maison mère. Elle est domiciliée au 4e étage de ce petit immeuble de Manhattan. Elle est détenue par les 3500 directeurs associés à travers le monde, dont Clarisse Magnien. Son nom, McKinsey & Company Inc., United States. Notre témoin fut l'un de ses directeurs associés, appelé Partners en anglais. Avec ses semblables, ils se partageaient les bénéfices générés dans le monde au prorata de leur rémunération. C'est très très simple. On prend à la fin de l'année les profits qu'a fait la firme. On les divise par la rémunération des directeurs associés. Ça donne un pourcentage. C'est ce pourcentage qu'on applique pour se distribuer les profits. Et ça vide la firme chaque année comme une chasse d'eau. On la vide de ses profits, complètement, mondialement. Un système qui existe depuis la création de McKinsey et qui permet aux directeurs associés de toucher de très confortables rémunérations. Les ordres de grandeur, moi je vais vous dire, c'est simple. Je touchais autour de 900 000 à 1 million d'euros, brut, tout compris. Donc 500 000 euros de structurel et 500 000 euros de bonus. McKinsey n'a jamais dévoilé le montant de ses bénéfices au niveau mondial. Nous retrouvons la directrice générale de McKinsey en France, Clarisse Magnien. Selon notre enquête, les bénéfices de McKinsey ils remontent vers une société mère à New York que vous connaissez très bien, je pense, parce que vous en êtes partenaire, qui s'appelle McKinsey & Co. Inc., United States. Quels sont les bénéfices mondiaux de McKinsey ? Alors ça, il n'y a pas de bénéfices mondiaux puisqu'ils sont redistribués dans le partnership. Mais vous touchez, vous, votre participation en tant que partenaire. Oui, donc vous devez savoir ce qui est redistribué. Individuellement, oui. Oui. Mais collectivement, c'est pas... Mais vous voulez dire quoi ? Mais ça veut dire que vous voulez dire que les résultats sont totalement secrets, y compris pour vous qui travaillez à l'intérieur de McKinsey. Ils ne sont pas secrets. Si vous voulez, les honoraires dans un cabinet sont redistribués dans les associés du cabinet. Non, mais on n'est pas une usine, on n'est pas une entreprise industrielle. Je ne sais pas si c'est passionnant pour les personnes qui vont vous écouter. Si, c'est passionnant, croyez-moi, c'est passionnant. Là, je suis vraiment attendue. Mais il n'y a pas de souci. Vous êtes dans les locaux d'un cabinet d'avocats, est-ce que je peux vous demander de rejoindre ? Je suis à la porte des locaux, vous voyez que je respecte totalement votre cabinet. Je vous invite à rejoindre. Merci. Merci, pardon monsieur, de m'être introduit de 50 cm chez vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Depuis le scandale, McKinsey s'est désengagé des marchés publics pour se concentrer sur le conseil aux grandes entreprises. Karim Tadjeddine, lui, a quitté la firme. Pour le moment,
il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017.